Cette réunion qui va être longue, puisque nous avons beaucoup de sujets à traiter, et singulièrement le projet de loi sur la République numérique que Luc Belot rapportera tout à l'heure et sur lequel nous avons enregistré plusieurs centaines d'amendements, probablement autour de 600, presque 700 même. Donc du coup, il y en a 537 au seul titre de la commission des lois, et puis nous avons ensuite eu des commissions pour avis, notamment la commission des affaires économiques qui nous a transmis ces amendements cette nuit. Et donc, du coup, nous allons avoir une longue journée. Je pense que nous ne finirons pas ça pour 13 heures. Donc, prévoyez qu'on recommence à 14 heures et prévoyez même qu'on recommence ce soir à 9h30 et s'il faut, demain matin, pour qu'on puisse traiter ce sujet convenablement. Bien, Jean-Frédéric Poisson va nous rejoindre tout à l'heure puisque je voulais qu'on puisse commencer après vous avoir souhaité bonne année. Mais comme je vous l'ai déjà dit directement, je le fais collectivement, mais la sincérité est de même importance. Je voulais commencer par la deuxième communication qu'avec Jean-Frédéric nous avons préparée sur le contrôle parlementaire des mesures prises pendant l'état d'urgence. C'est une tâche que nous croyons collectivement, me semble-t-il, indispensable qu'exercer ce contrôle parlementaire, et on a pu mesurer son utilité pendant les 6 semaines sur lesquelles nous avons travaillé, et aussi combien elle est délicate à mener dans le bruit de l'immédiat. Alors nous avons fait plusieurs choses à partir des outils que nous avions élaborés. D'abord, il y a eu un travail dont je veux remercier les administrateurs qui assistent à la séance, extrêmement important, voire considérable, sur le collecte et le recueil des données que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice nous adressent régulièrement et que nous publions de manière hebdomadaire, puisque les chiffres que vous pouvez constater sur le site internet de l'Assemblée ne sont pas les chiffres tels que le ministère nous les envoie. Ce sont des chiffres qui sont retravaillés par les services de la Commission des lois et qui sont croisés pour mesurer leur fiabilité. Ensuite, nous avons poursuivi les questions posées au ministre, puisque 66 courriers ont été adressés, qui portent sur 41 départements, avec un taux de réponse tout à fait remarquable, et j'en remercie le ministre de l'Intérieur, de 92% de réponses. Nous avons, durant l'interruption parlementaire, effectué 8 déplacements dans des départements, le Val-de-Marne, le Rhône, Lyon, le Nord, le 29 décembre, l'Ille-et-Vilaine, le 4 janvier, l'Hérault, la Haute-Garonne, et encore cette nuit, nous étions à la préfecture de police avec Jean-Frédéric Poisson. Nous avons parallèlement, vous y étiez invité le vendredi dernier, et nous continuerons à organiser des auditions, puisque compte tenu du rôle que la loi a confié aux juridictions administratives, il nous est apparu nécessaire de recueillir l'avis du vice-président du Conseil d'État, mais aussi du président de sa section du contentieux, ainsi que des représentants syndicaux des juridictions administratives. Nous avons évidemment auditionné les responsables des services du renseignement intérieur, la direction centrale de la police judiciaire, mais aussi les instances de coordination de la lutte antiterroriste, je pense à l'UCLAT, et le MOPT, qui, comme chacun le sait ici, est l'état-major opérationnel de prévention du terrorisme. Nous avons aussi auditionné la direction des affaires criminelles et des grâces de la chancellerie. Lundi, nous avons tenu 2 tables rondes avec des responsables départementaux, l'un les forces de police, l'autre avec les responsables de la gendarmerie, qui concernaient au total 9 départements. Toutes ces auditions qui sont organisées par notre commission se sont tenues à huis clos, compte tenu de la sensibilité des sujets, mais donneront lieu à des comptes rendus qui seront publiés tout ou partie à l'issue de nos travaux sur le contrôle de l'état d'urgence. Par contre, comme je l'avais indiqué le 2 décembre, les débats de la commission, comme celui d'aujourd'hui, sont naturellement publics. Alors, les observations qu'on peut faire sur ce que nous avons constaté. Premier point, un usage contrasté des mesures à la disposition des préfets. Vous savez que les préfets avaient 13 mesures à leur disposition, dont 5 ont été ajoutées par des modifications apportées en 2015. Certaines n'ont fait l'objet d'aucune utilisation. C'est notamment le cas des blocages des sites Internet, provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie, ou encore la deuxième mesure qui était de placer sous surveillance électronique mobile des personnes assignées à résidence. Pour la première disposition, les blocages de sites, l'explication de sa non-utilisation est probablement liée à la proximité avec le dispositif qui existait dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui avait été modifiée en 2014. Pour l'autre point, celui sur les bracelets électroniques, mais aussi au fond sur le blocage des sites, nous poursuivons notre recherche d'explication. Est-ce que parce que c'était des amendements, les amendements parlementaires, j'entends, l'administration n'avait pas eu le temps d'anticiper une faisabilité réelle de ces dispositifs? Est-ce qu'ils sont tout simplement inapplicables?
qui est la raison pour laquelle ils ne sont pas utilisés, ou est-ce qu'ils sont inutiles? Nous aurons besoin de resserrer notre focale là-dessus. D'autres mesures prévues par la loi de 1955 ont été ponctuellement utilisées par les préfectures. C'est notamment le cas de la faculté de créer des zones de protection de sécurité. À ma connaissance, en tout cas, nous en avons identifié 5 qui ont été édictées, une à Dunkerque, l'autre dans la gare de Lille et 3 en Île-de-France pendant la COP21 dans 3 départements. Ensuite, ils ont été utilisés aussi la faculté de remise d'armes de catégorie A et D détenues légalement. Des fermetures provisoires de salles de spectacle, de débits de boissons et de lieux de réunion, notamment sur Paris. Le Zénith a été, à la demande d'ailleurs des organisateurs, a été l'objet d'une fermeture provisoire pendant la période de l'état d'urgence. Et la faculté de couvre-feu a été utilisée, à ma connaissance, une fois dans le quartier du Champ-Plaisant, dans la ville de Sens, dans le département de Lyon. Nous sommes toujours en attente d'informations pour dresser un inventaire complet de l'usage de ces mesures. Par ailleurs, nous avons relevé que l'état d'urgence était mentionné dans les visas de plusieurs décisions préfectorales ou ministérielles sur des mesures qui peuvent être prises par d'autres fondements juridiques autres que la loi de 1955. C'est le cas de l'interdiction de vente d'alcool, où par exemple le préfet du Nord a pris un arrêté référencé à l'état d'urgence, mais aussi le préfet de police de Paris. C'est aussi vrai dans des arrêtés, notamment ministériels, de limitation de déplacement de supporters de clubs de foot. Pour la 19e journée de la Ligue 1 et de la Ligue 2, le 11 décembre 2015, le ministre de l'Intérieur a limité au nom de l'état d'urgence. De la même manière, le préfet du Bas-Rhin a interdit la vente d'articles pyrotechniques pour la période du 29 au 31 décembre, utilisant l'état d'urgence, alors qu'il avait d'autres possibilités. Il conviendra de préciser les raisons. 3 mesures ont été massivement utilisées, sans surprise, puisque vous suivez évidemment ce dossier. Selon le décompte provisoire, puisque tout ça est d'une évolution constante, qui nous a été fourni hier soir par le cabinet du ministre de l'Intérieur, ont été organisées dans le pays 3021 perquisitions administratives. Parallèlement, 381 assignations à résidence ont été signées, selon donc le cabinet du ministre hier soir. Et des interdictions de manifester ont été prononcées. Selon le ministre de l'Intérieur, qui nous répondait le 2 décembre sur ce sujet, ces interdictions de manifestation ne devaient viser, je cite le ministre, en aucun cas à empêcher les mobilisations citoyennes ou sociales dont les attentes et revendications doivent bien évidemment pouvoir s'exprimer. Pour le moment, nous ne pouvons pas vous faire état des interdictions de manifester telles qu'elles ont pu être notifiées par les différents préfets. Le ministre nous a indiqué dans une réponse du 26 septembre qu'il avait demandé à tous les préfets de prendre des arrêtés d'interdiction de manifestation pour les 3 premiers jours de la COP 21, 28, 29, 30 novembre, et qu'au regard du travail que cela imposait à ses services, il ne ferait pas procéder à un recensement des manifestations ayant effectivement eu lieu, mais qu'il garantirait une réponse à nos interrogations au cas par cas. C'est un point là aussi sur lequel nous allons poursuivre nos investigations, d'abord parce que nos déplacements et nos courriers ont indiqué que les préfets ont une exacte connaissance des manifestations qui se déroulent dans leur département et que celles qui nous intéressent ne sont pas nombreuses. Ensuite, parce que dans les cas d'ores et déjà étudiés, montrent que la connaissance de l'usage de ce pouvoir d'interdiction de manifestation est très utile pour nourrir la réflexion globale sur l'état d'urgence. Deuxième observation, sur les perquisitions administratives. C'est évidemment la mesure principale de l'état d'urgence. Je rappelle que dans les 57 jours de l'état d'urgence qui avait été prononcé en 2005, une seule perquisition avait été effectuée dans les 26 départements concernés par l'état d'urgence. C'est évidemment la mesure qui est la plus commentée par la presse, qui, faisant son travail, relate des interventions, parfois spectaculaires, souvent nocturnes, mais aussi par les associations ou par les avocats qui contestent des modalités présentées comme abusives par eux et comportant, selon leurs propos, des erreurs manifestes dans le choix des cibles. Notre contrôle a donc porté sur la méthodologie utilisée. Là aussi, plusieurs observations. D'abord, je veux souligner l'efficacité de la coordination préfectorale. De tous les acteurs concernés par la mise en œuvre de cet état d'urgence, les préfectures se sont révélées être les mieux préparées. Les préfets et leurs équipes se sont en effet organisés pour piloter les ciblages, signer les ordres, contrôler l'action des services placés sous leur autorité. Il est vrai qu'au plan de la coordination des services, beaucoup d'outils existaient déjà et ont été plus sollicités pendant l'état d'urgence, donnant ainsi raison à Pasteur qui disait qu'après tout, le hasard ne profite qu'aux esprits préparés. C'est le cas des états-majors de sécurité, dont la fréquence des réunions a été partout accélérée,
C'est aussi le cas des groupes d'évaluation départementaux de la radicalisation, les GED, qui ont permis aux responsables locaux des services de sécurité de gagner beaucoup de temps, en particulier dans le ciblage des individus. Deuxième observation qui apparaît sur les graphiques que vous avez devant vous. L'usage concentré des perquisitions administratives dans les premières semaines. Selon les données les plus récentes et les plus complètes dont nous disposons, dans les 7 jours qui ont suivi les attentats, 907 perquisitions ont été organisées, c'est-à-dire le tiers des 2975 dont nous connaissons la date d'exécution. Et si je prends les 2 premières semaines, c'est 58,7% des perquisitions qui ont été conduites. La moitié de ces perquisitions, 50,4% très précisément, se sont déroulées de nuit. C'est une différence évidemment notable avec les perquisitions judiciaires. Interrogés par nos soins, selon nos interlocuteurs, le choix d'une intervention nocturne visait principalement à être une précaution tactique pour les forces de sécurité, qui devaient intervenir sur un objectif réputé dangereux, et donc de jouer ainsi à plein sur l'effet de surprise, ou alors dans des zones connues pour leur désordre, afin d'opérer de manière plus discrète. Mais parfois, la perquisition nocturne a été aussi justifiée par la disponibilité des unités ou des techniciens. Je pense notamment aux techniciens informatiques qui étaient utiles pour faire les copies d'ordinateurs. Nous devons néanmoins constater que la proportion de perquisitions nocturnes est stable dans le temps, alors même que l'effet de surprise s'est estompé, que les cibles prioritaires se raréfient et que les unités spécialisées interviennent moins fréquemment. En effet, depuis le 30 novembre, les unités spécialisées que sont les BRI, le RAID et le GIGN ne sont presque plus engagées. Nous avons aussi relevé que dans quelques départements, les préfets ont choisi de ne pas intervenir la nuit et présentent cependant des volumes de perquisitions quantitativement comparables. Pour ce qui est du ciblage, contrairement aux assignations à résidence que j'évoquerai tout à l'heure, les perquisitions sont décidées par les préfets. Une organisation déconcentrée très spécifique a donc fonctionné, réunissant systématiquement la sécurité intérieure, le renseignement territorial, la direction de la sécurité publique du département, la gendarmerie nationale, mais aussi la police judiciaire et le parquet. Je répète à ce propos, comme je l'avais dit le 16 septembre, que nous avons partout constaté une très bonne coopération opérationnelle entre les parquets et les préfectures, quelle que soit la taille des départements concernés. Partout, il nous a été loué la synergie ou la dynamique de concertation entre les deux institutions. Et même pour certains parquets, je pense à celui de Lille, une permanence a même été installée uniquement dédiée à l'état d'urgence pour être encore plus réactif. Globalement, selon nos calculs, la moitié des perquisitions furent conduites à partir d'éléments venant des services de renseignement que sont le service du renseignement territorial et celui de la sécurité intérieure. Ce sont souvent ces objectifs qui ont été traités dans les 2 premières semaines et avec l'appui des forces spécialisées d'intervention. Ces perquisitions avaient, selon nos interlocuteurs, pour but de déstabiliser le microcosme radicalisé, d'éviter les répliques d'attentats bénéficiant de l'effet de sidération post-13 novembre et de s'assurer que les individus concernés n'avaient pas échappé à des procédures judiciaires antiterroristes. Depuis la période de la fin d'année, nous n'observons pas de demande nouvelle de cet acabit. La autre moitié des perquisitions, dans la quasi-totalité des cas, a été réalisée à l'initiative des services de sécurité publique sur des objectifs nettement moins prioritaires. Pour certains, le rattachement à la problématique de l'islam radical se fait par le biais d'une inscription au fichier dénommé, merci pour celui qui a inventé cet acronyme, le FSPRT, dont vous noterez la facilité de prononciation, puisque c'est le fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. Fichier qu'administre l'UCLAT et qui comprend des personnes d'inégale dangerosité. Pour d'autres perquisitions, les objectifs poursuivis étaient très explicitement les infractions aux législations sur les armes et sur les stupéfiants, soit du droit commun. La justification tient alors à la porosité, souvent évoquée, entre la radicalisation, le terrorisme ou l'économie souterraine. Sur le déroulement de ces perquisitions, s'il est concevable et même logique que le Parlement cherche à connaître les conditions matérielles de mise en œuvre des perquisitions, il nous a été concrètement impossible de nous livrer à leur étude. Au demeurant, un tel exercice aurait été nécessairement partiel. De surcroît, nous avons estimé que c'était la compétence constitutionnelle du défenseur des droits qui, en matière de déontologie des forces de sécurité, a une totale capacité d'action. Reste que dans notre rapport final,
Nous comptons faire état des circulaires et des messages rédigés par les directions générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui établissent des modalités concrètes de déroulement des perquisitions. Tous font état de la rigueur déontologique à respecter et précisent les responsabilités hiérarchiques qui sont engagées. Sur les assignations à résidence dont le pilotage était local. La vocation de ces assignations à résidence était pour nos interlocuteurs de restreindre la liberté de circulation des personnes visées et de limiter leur capacité de se mettre en relation avec d'autres personnes considérées comme dangereuses dans un contexte où les forces de l'ordre sont très fortement mobilisées. Le Conseil d'État a validé cette approche extensive puisqu'il a admis une distinction entre le fondement de la déclaration de l'état d'urgence et les motifs pour lesquels peuvent intervenir les assignations à résidence. De facto, il a estimé que si le législateur ne l'avait pas voulu, il aurait dû rappeler qu'il doit toujours y avoir un rapport entre la situation à laquelle s'applique le droit et sinon l'objet, du moins sa finalité. On notera cependant avec étonnement qu'il est arrivé que certaines assignations soient abrogées en dernière minute avant la décision du juge administratif saisi. Au total, 17 assignations ont été abrogées. On peine alors à interpréter cet empressement, obligeant le juge à prononcer un non-lieu sur le contentieux présenté devant lui. Justement sur le contentieux, la loi du 20 novembre 2015 a fait du juge administratif le garant de la nécessité et de la proportionnalité des mesures prises en application de l'état d'urgence, remplaçant ainsi les commissions départementales ad hoc inadaptées et prévues initialement par la loi de 1955. Le contentieux est significatif mais limité en nombre. 62 affaires ont été jugées par les tribunaux administratifs qui concernent pour 53 d'entre elles des assignations à résidence. Le juge a prononcé 6 suspensions, une suspension partielle et une annulation. Suite à ces jugements, 15 affaires ont été portées devant le Conseil d'État, dont vous trouverez l'issue dans les éléments qui sont sur table. Il convient d'abord de relever la très grande disparité des premières ordonnances rendues par les juges de première instance, au point de donner parfois un sentiment d'improvisation. Mais il faut surtout souligner la prise de position aussi bienvenue qu'indispensable à l'effectivité de l'office du juge qu'ont apporté les décisions du Conseil d'État du 11 décembre, qui ont institué un régime de présomption d'urgence, alors même que la jurisprudence passée du Conseil d'État ne l'annonçait pas. Le juge constitutionnel a par la suite validé le régime des assignations à résidence que nous avons voté. Saisi par le Conseil d'État d'une QPC, le juge constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les 9 premiers alinéas de l'article 6 de la loi de 1955 relatifs aux assignations à résidence et notifié au mois de novembre. Le 10e alinéa de l'article 6, dont la conformité n'a pas été contrôlée par le juge constitutionnel, concerne le placement sous surveillance électronique. Le Conseil constitutionnel a confirmé une nouvelle fois qu'il appartenait au juge administratif chargé de se prononcer sur la légalité des mesures individuelles et de procéder au contrôle de proportionnalité. Pour ce qui est de la justice judiciaire, la loi du 3 avril 1955 a qualifié d'infraction tous les manquements aux mesures prises au titre de l'état d'urgence. Cela concerne le non-respect d'une assignation à résidence, la violation d'une interdiction de circuler ou de séjour. Les infractions constatées sont peu nombreuses. 41 affaires ont donné lieu à 40 gardes à vue et des poursuites judiciaires ont été engagées dans 21 cas. Rappelons aussi que les procureurs sont informés sans délai du déclenchement des perquisitions administratives qui est obligatoirement conduite en présence des officiers de police judiciaire, seuls habilités à constater les infractions éventuellement découvertes et à procéder aux saisines en vue des poursuites judiciaires. 1/5 des perquisitions ont permis de constater des infractions qui ont débouché dans des suites judiciaires que dans 201 cas. Ainsi, tous nos interlocuteurs ont souligné la grande continuité entre les opérations de police administrative et de déclenchement des poursuites judiciaires lorsque le cas se présentait, et la très grande différence d'objectifs entre les perquisitions administratives et celles qui sont judiciaires. La perquisition administrative a principalement pour objet de permettre à l'autorité administrative de réunir les éléments qui, croisés avec d'autres, sont de nature à prévenir un trouble à l'ordre public. Elle n'a donc pas vocation à conduire systématiquement à une procédure judiciaire. La perquisition judiciaire, par contre, elle a pour unique objet de permettre à la police et à la gendarmerie, sous l'autorité d'un magistrat, de rechercher des preuves d'une infraction. Bref, pour parodier Mauriac qui lui parlait de l'Allemagne, je dirais que j'aime tellement les libertés publiques que je préfère qu'il y ait plusieurs juges pour les protéger.
Mais dans le fonctionnement optimal que les prérogatives des deux polices ont, il faut qu'elles soient scrupuleusement respectées afin que les frontières ne soient pas mouvantes. À la police administrative, la seule prévention, à la police judiciaire, la répression. Conclusion provisoire de ce deuxième regard sur l'état d'urgence. À ce stade du contrôle et de notre réflexion, à nos yeux, trois évidences s'imposent. La première évidence tient à la nécessité des mesures. La proclamation de l'état d'urgence était justifiée. Le président de la République et le gouvernement se devaient d'adopter des mesures à la fois fermes et efficaces face à la menace terroriste. Mais accorder à une législation d'exception une fonction préventive, c'est placer la norme et l'exception comme une alternative. La législation d'exception n'est pas une simple alternative aux temps normaux. Elle est une dérogation qui doit être justifiée par l'évidence. Et je reprends une phrase du vicomte de Marquignac, que chacun connaît naturellement, qui était l'un de nos prédécesseurs, et qui a siégé dans ce qui s'appelait alors la Chambre des députés, c'était le 8 juin 1824, et qui disait « Les nécessités réelles se sentent, mais ne se controversent pas ». Le grand dérangement qu'entraînent donc les législations d'exception ne peut être que d'une brève durée et sans séquelles. Seconde évidence, c'est la lecture nécessairement restrictive qu'il convient de faire de cette législation en raison de son caractère exceptionnel. C'est un principe constant de notre droit qui donne toujours une interprétation étroite à une législation d'exception, principe que les latinistes expriment sous la règle « exceptio est tristimae interpretationis ». Adoptée pour faire face à une menace imminente, une législation d'exception doit être limitée au strict nécessaire, ciblée pour une précision suffisante et ne présenter qu'un caractère temporaire. En conséquence, il faudra veiller à ce que les procédures gloutonnes existant dans l'état d'urgence ne viennent pas dévorer le droit commun des libertés. La troisième et dernière évidence vise la fin de l'état d'urgence. Y entrer était une décision consensuelle. En sortir sera un acte plus délicat à prendre. Je rappelle que Vigipirate est activé sous des formes diverses depuis les attentats du RER de la gare Saint-Michel de juillet 1995. Je souhaite donc que nous puissions sortir de l'état d'urgence, là aussi en faisant preuve de responsabilité le moment venu. Arrêter l'état d'urgence ne sera pas synonyme d'une moindre protection des Français, puisque l'essentiel de l'intérêt que nous pouvions attendre des mesures dérogatoires me semble à présent derrière nous. Partout où nous nous sommes déplacés, nous avons entendu que les principales cibles et les principaux objectifs avaient été traités, qu'en tout état de cause, l'effet de surprise était largement estompé et que les personnes concernées étaient pleinement préparées aux perquisitions éventuelles à venir. Ces phénomènes d'extinction progressive de l'intérêt des mesures de police administrative se lisent d'ailleurs dans les chiffres mêmes qui montrent bien plus qu'un essoufflement. Les mesures administratives, c'est le doyen Maurice Oriou qui l'écrivait en 1929, les mesures administratives constituent un droit de seconde qualité qui devront donc disparaître à l'expiration de l'état d'urgence. Réagir efficacement à un attentat terroriste en donnant à l'État les moyens proportionnés à l'ampleur de la menace imminente était une chose et elle a été bien faite. Combattre sur la profondeur le terrorisme en sera une autre. Je vous remercie. La parole est à naturellement Jean-Frédéric Poisson.